Why Arizona? Besides the fact that it's a neighbor to California, the greater Phoenix and Tucson areas in Arizona are amongst the leading metropolitan areas in the U.S. and positioning themselves as top Tier 2 site selection destinations. Both organizations featured today are members of INBA, a global network of entrepreneurial ecosystems involved in soft landing. I'd like to present first Janine Yurkovich. She is the City of Surprise Economic Development Director. The City of Surprise is located about 30 kilometers northwest of Phoenix. Janine holds a master's degree in political science from the London School of Economics. Her career in economic development spans over 2 decades, including a short period with the Canadian Consulate in Phoenix. Then we'll hear from Carol Stewart, a long-standing authority on research parks. She is the Associate Vice President for TechSparks Arizona at the University of Arizona in Tucson. She is also president of the University of Arizona Center for Innovation, a technology incubator serving the University of Arizona. She was founding director of the David Johnston Research and Technology Park at the University of Waterloo. Carol and Janine will be introduced by Glenn Williamson, chairman of the Canada-Arizona Business Council. Hello, my name is Glenn Williamson, and I am the Honorary Consul to Canada in Arizona, as well as the CEO of the Canada-Arizona Business Council, representing over 500 Canadian companies operating in the state of Arizona. It is my pleasure today to provide an introduction to 2 colleagues in Arizona who are on the leading edge of driving the cross-border startup business community. Before I introduce them, just a few comments on the Arizona-Canada relationship and how appreciative I am to see this relationship building and a continued line of communication and collaboration between the dynamic economies of Arizona, Quebec, and France. Canada is Arizona's largest source of foreign direct investment. France is its 4th largest foreign direct investment partner. Canadian companies employ more than 22,000 Arizonans. Companies such as Stantec, Mitel, Bombardier, Bank of Montreal, and hundreds of others. French companies support approximately 9,400 jobs in Arizona. Companies like Air Liquide, Sodexo, and BNP Paribas. Wherever you are and whatever the size of your business, Arizona welcomes you. Today, you will hear from Carol Stewart, Associate Vice President for Tech Parks Arizona at the University of Arizona in Tucson in southern Arizona, and Janine Yurkovich, the Economic Development Director for the City of Surprise, located in the Northwest Greater Phoenix region. Carol Stewart is a native of Ontario, a long-standing authority on research parks, and a proud Canadian. She is also president of the University of Arizona Center for Innovation, a technology business incubator network serving the University of Arizona, Tucson, and international community. Stewart's expertise in university research parks spans decades and nations with more than 20 years of experience working with research parks. Technology, commercialization, business incubation, governmental relations, and business development. Carol is a pioneer in the research parks world. She has driven national policy, standardized programs, created national and international networks, built technology clusters, engaged shareholders, and associated countries with the development of their national science and technology policies. Janine Yurkovich is a former trade commissioner with the Government of Canada in Phoenix, Arizona. We met originally when she worked at the Greater Phoenix Economic Council, the regional economic development organization in Arizona. Early in her career,
she launched the first Greater Phoenix West Valley Business Incubator, the Arizona Techcelerator, in the city of Surprise, and has tremendous experience helping businesses identify the connections and resources they need to grow successfully. Thank you to Sherbrooke, Innopol, and Le Poule for your collaboration. And I hope this will be the beginning of a great collaboration, partnership, and friendship between our regions. Hello et bonjour, je m'appelle Janine Yerkovich et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai une bonne surprise for vous en Arizona. So I'm here to talk about the Arizona ecosystem, and I have a very Greater Phoenix or Central Arizona perspective, and my colleague Carol Stewart, who's on the meeting here with me, will give more of a Southern Arizona perspective. But we're all here from Arizona. If you would like a meeting with our state representatives, they are represented here. So please do reach out to our colleagues at the Arizona Commerce Authority or our colleagues at the Canada-Arizona Business Council. And a big thanks to Natalie, Jose, and Glenn for that great introduction. So let me get started and give you a little perspective. I have a map here of the Greater Phoenix market. The Greater Phoenix market has approximately 5 million people. We're a growing market. We've got a lot of people right now moving very quickly to Arizona from all over the country, from California mainly, but also from all over the United States. So we're growing. A lot of people think of Arizona, if they think of Arizona, as a border state, they might think of us as a place to retire, a place to go to a baseball game, and Surprise is home to the Kansas City Rangers and the Kansas City Royals and the Texas Rangers. But we've really got so much more. We've got a young median age. And I can speak to us from Surprise's perspective. We've got a young median age. We're fast growing. We've got a stable income base. But right now we're a suburb. So our city grew so quickly right after the Great Recession. And so we're catching up with that. And one way that we learned how to grow jobs was through innovation, which is what we're here to talk about today. And just to step back for a second, I think the reason that Surprise is successful is that it's because we're part of an Arizona economy and a Greater Phoenix economy that's tremendously supportive of startups. Over the last, I would even say over the last 5 years, I've seen leaps and bounds, just changes. I would say 5 or 6 years ago, I really knew of maybe a dozen incubators. There's over 40 co-working spaces and incubators today. And the incubator in Surprise that Glenn had mentioned, the AZ Techcelerator, is one I'm going to talk about a little bit today. And hope you go over to the Techcelerator booth and set up a meeting if you'd like more information. But the reason we're enjoying a lot of benefits in Arizona, it's not that we're just in proximity to California. That's a great thing, but we've got lower taxes for businesses, lower taxes for individuals, and great operating costs. So a great talent pipeline because people are moving to Arizona. So just a little bit about the city of Surprise and the AZ Techcelerator. Our story is that we're one of the first in our area of Greater Phoenix to start our own incubator. And the reason that we did that is because, honestly, we had to grow our own economy. During the Great Recession, there weren't a lot of businesses knocking on our door, so we had to open a window. So we were moving out of our old city hall into a new city hall, and we repurposed our old city hall, dusted it off, put a fresh coat of paint on it, and opened it up for local businesses. And as you can see, we put a sign up. We had a sign that said, if you are starting a business, give us a call. And in 1 week, we had 80 phone calls. So we knew we were onto something. It wasn't easy at the time. If you can imagine, only 10, 11 years ago, business incubation was new. So there wasn't a lot of people that really understood what this was. But in time, we found success. We were able to grow businesses. We were able to become self-sustaining. We grew 400 jobs in our community. And we had one of the first companies in Arizona that was acquired by Google in the state of Arizona. So we've had tremendous success as a result of this initiative.
And it took time. Our programs have evolved. Of course, we have a standard business incubation program where you take some space, you grow over time, and we increase the fees over time. But surprise, because we're a suburb, we have over 800 home-based businesses. So we found a niche for those home-based businesses in a place called the Beehive, a co-working space. Also, we had businesses that didn't want to meet at Starbucks anymore and said, could we just use your address, use the meeting rooms? And so they became affiliate members. But I think the light bulb really went on. Almost a decade ago, we had 2 European companies come to us and say, could we take some space in your incubator while we're building our new building? And, really the light bulb went on that, we could really help non-U.S. companies make a home in Arizona. And we had all of the resources to do this. The funny thing, and I just think from a cultural perspective, I'll mention it, it was funny to us that European companies, there was no stigma about using government-owned resources. There's almost a stigma about that from an American perspective, but actually it was a positive from a European perspective. So we decided this was something that we should really take advantage of. And it really helped us think about business incubation for global companies. And that spearheaded our Global Concierge program. And it's really easy. I would just say if you'd like to do business in Arizona or with my incubator or with Carol's, it's a 3-step process. Give us a call. We'll evaluate how we can help you, and then we'll support over time your success. And so if we can't help you, maybe we can help you fail forward, as they say. Maybe we can help you figure out how to pick up and dust off and try something else. There are lots of events that we cultivate from a community perspective. Our incubator is unique because we're completely city-owned. A lot of incubators, like let's say like Carol's incubator that you'll hear about, is based in a university, but ours is completely sourced by the goodwill of the community. So we have a lot of community events. And by the way, go to our events page on the Techcelerator website, aztechcelerator.com, and look at our events. They're virtual, and anyone is able to participate. And so I would say why we're here for you. We can be flexible. We've got a lot of space. We don't lease our space, so you're not tied into, let's say, a 3-year agreement. You can license the space as you wish. A license is a right to use. So, and it's a right to use for your purpose. So if we can help you, let us know. We've got a very pro-business city council in the city of Surprise, as many Arizona cities have. And so we would be here to support you. And this is just a quick slide. I just wanted to illustrate that we're operating just because of the grace of great partners. So we have a variety of mentors from an international perspective that can help you if you need accounting, if you need international patent protection, if you just need if you need counseling in terms of the cross-border market. We have a variety of resources right in-house to help you, all under one roof. And that's all I've got. I'm so delighted. I'm going to turn the floor over to my colleague, Carol Stewart with the U of A Research Park. Great. Thanks, Janine. Janine's done a really great job of setting the foundation for why Arizona. So I will not duplicate that. Mark Antony's going to switch out the PowerPoint. So why don't I go ahead and there we go. So I just want to make sure that everybody on the call, our Canadian friends, our European friends, that they all know where Arizona is. So that dot on the map is Tucson, and if you duplicate that dot, it will immediately touch that area as well, and that is where Janine and Surprise is located as part of the Greater Phoenix area. I want to again thank you. Thank Glenn Williamson for the kind introduction, Jose, Natalie, Jeremy, and of course Mark Antony, who's on the tech side today, for really setting this entire summit up. It's a Herculean effort, and I just want to make sure that they get a shout out as well. I have worked with my France-based colleagues at Genopole and Paris-Saclay.
Obviously, you heard that I was from Waterloo, Ontario. My family is still located there, so lots of ties to everybody that's on the call today. So Tucson itself is just a little over 1 million people. That photo down in the bottom is our green oasis in the desert known as the UA Tech Park. So I'm the Associate Vice President of Tech Parks Arizona. That includes, it does get a little confusing, so let me just go over this really quickly. I am the CEO for the UA Tech Park. The Tech Park itself is 1,300 acres, which is very large in the North American context. We have approximately 60 companies. We have 6,000 knowledge workers that are here at the Tech Park. We also are starting our second park. We broke ground right before COVID hit, Tech Park at the Bridges. That's the second Tech Park, and we are starting our first project there called the Refinery. And then also I'm the president of the UA Center for Innovation. That is our startup science and technology incubator. So this gives you a little bit of geography. So I don't know if I have a pointer or not, but down here, so we have our first park, which is the largest block of red, is 1,300 acres. It's approximately 20 minutes away from the main campus of the university. We have a second tech park, which is much closer. It's probably 3 miles from the university. We also have our incubator that we're just on the north side. You see the north triangle there. It's the UA Center for Innovation in Oro Valley. We are creating these nodes throughout the region to create a continuum for our startup ecosystem so that startups have a choice. Startups can land in a location due to geography. They can land there for programming. They can land there for the facilities, the place. And they can land there for the areas of expertise. The choice is completely up to them. Since we're talking about soft landing and startups and disruptive technologies and commercialization, I thought I would focus on our incubator at the Tech Park. So the UA Center for Innovation, I'll call it UACI for short. It was formed in 2004. It is the longest standing and operational incubator in all of the state of Arizona. This graphic really shows you, the connections that we have. So we obviously have the place. So we have dry labs, we have wet labs, we have training, we have workshops, everything that Janine already touched on, which is pretty standard. I mean, we also have IT companies that just want space and a laptop and they want the programming. And we do have our own programming. It's a 27-step program that we work with all of our startups. When I landed here, I'm new to this position. I moved to this position from Waterloo, Ontario, beginning of last year, January of last year. And, when I arrived, we had a handful of startups. And today we have almost 40 startups, and we have not lost any to COVID, which I think is an amazing story. It really shows that how sustainable and how focused our startups are and how well the program is working for those startups. So we're really excited to share that statistic. Also, we have connectivity to the University of Arizona. This is really important. Our Tech Transfer Office, our TTLO, Tech Transfer and Licensing Office, known as Tech Launch Arizona, is the entity within the university that works with researchers to commercialize their research. And so we are really pleased to note that half of the companies that are in our startup incubator are from the Tech Transfer Office and are coming out of the university. The other 50% are coming from the community, whether that's a spin-off from an existing large company or whether that's coming directly from the community. And obviously workforce. Workforce is a really important element for all of these startup companies. So having that connection to faculty, to researchers, and to students, whether that be interns or grads, is essential. And then obviously our business connections. Janine's already touched on this, so I won't dwell, but really connecting our startups into the business community, whether that's a soft landing company that's coming to consider the U.S. as a market and exploring a new market, or whether that's our existing startups. It is our role to make those connections and get them up and running and more successful in the program versus trying to do it on their own. So this is, starting a tech startup is a straight line.
not really. And this is really the journey that we see our startups moving through. And this is where we play. You know, once that reality has set in, the excitement's worn off, you know, you're going to have to experiment and pivot. This is, you know, you know, what's been said before, different cultures accept failure in a different way. So we need to teach startups to fail fast, fail forward, and to keep pivoting with their idea. So this is where we play as an incubator. Here's some of the, like I said, we have almost 40 startup companies today. Here's some of the logos, and I'm sure that we'll be sharing the decks. So you can go online and you can see all the different companies and the different industries that we're focused on here in Southern Arizona. All of our startups tend to line up, and you'll find this is a trend that's consistent with the tech park companies and with the startup companies. They typically align with the specializations of the university. So whether that's aerospace and defense, whether that's optics, whether that's water, sustainability, all of that's going to line up nicely with the specializations of the university. Just like Janine's incubator, we are a designated soft landing incubator by INBIA. That's the International Business Incubators Association. I believe we are the only two in Arizona that are certified, and I believe there's less than 50 around the world. So this is not an easy process to go through. This is peer reviewed. This is a pretty rigorous designation to get. So this proves that both of our incubators have experience with companies that are coming to the U.S. to explore the U.S. And I like to call it a 2-for-1 because we are in Southern Arizona to also explore the Mexican market as well, which, as we know, is a top market in the world. It's almost a 2-for-1 because there is so much expertise in Arizona about doing business in Mexico that we bring that to the conversation and your exploration at the same time. What I'm going to do is I'm going to share with you a little video, and this is on the tech park, and obviously the incubator is a very important part of the tech park, but it really gives you a spirit of why we're different and why people love to work here. And I'm just gonna play that for you as my last item. Maybe. Hi, I'm Rebecca. I work at the U of A Tech Park. Companies with big ideas that want to find the right ecosystem. Tech Parks Arizona has helped us to complete our R&D. The U of A Tech Park is a great place where we're at the leading edge of technology and innovation is happening. An important part of the U of A Tech Park is our connection with the University of Arizona. Our senior design project is to create a solar-powered self-driving go-kart. The culture at the tech park's been amazing. Everyone's happy to work here. And that's what the tech park, I think, promotes a lot, is being able to connect with each other and make this a fun place to work. It's an atmosphere I haven't ever experienced in the workforce. You don't have to be stuck in your seat all day. You have the opportunity to come out and enjoy some of the offerings that the U of A Tech Park has. The U of A Tech Park culture is real nice and laid back out here. Real good health focus. You can get out the building, go walk up and down the spine. So if you're trying to get your steps in for the day, it's a great place to go do that. You can also get coffee and breakfast in the cafe down the spine. You can always go get a Starbucks there or any kind of snacks or your lunch or dinner for the day, so that's really convenient. The U of A Tech Park offers a fitness class for all range of activity levels. I participate in the yoga classes. I was reluctant at first, but now I look forward to going to it every single week. They have these nice pop-up events, so you can go get a nice after-work drink. I can talk about the social aspects here. Pop-up park in the park. There you go. That's what it's called. I felt like the whole campus was there. You know, you get a chance to network and meet other people from other lines of businesses. I would say the U of A Tech Park campus would be an ideal place to bring your business. Number one, you have great weather. You have a great community in Tucson and a great community on this campus. You would not regret the decision. I love this place. So that's the UA Tech Park in Tucson, Arizona. And as you heard there,
It's sunny here 300 days of the year. So let me just share with you that today it's 33 degrees Celsius is the projected high. So it's a wonderful place to visit and to consider market entry into the U.S. That is my presentation. Thank you. So if our tech support will allow me, I'd like perhaps to throw back a question at Carol and Janine. I'll start with you, Carol. I'm just wondering you mentioned that 50% of the companies in your incubator are basically are spin-offs of the university. And you did mention a few sectors of activity. If I was to ask you which sector would be, is perhaps the more emerging one or the shooting star in Tucson, could you give me an indication? And perhaps the same question would go to Janine as well. With AZ Techcelerator, your experience from a sectoral standpoint, and which companies have been more successful. So I'll pass it on to Carol. Thank you, Natalie. I would say that we've got a number of sectors here that we focus on. The university itself, again, drives much of this. We're number one in water and optics, so that's obviously, and optics is cross discipline. So we see a lot of high tech innovation happening in those areas. Advanced manufacturing, but I think bioscience and healthcare are huge right now. That's where we're investing. Some energy, diagnostics. The university itself as well is really focusing on a lot of innovation around the COVID situation. So our president has been very, very public. He's been on national television because of the position that he's taken with COVID. And he really, we're really focused on driving innovation for the nation and for the world when it comes to COVID, bioscience and healthcare. So we're really focused and invested in that area moving forward. Janine? Great. Thank you for the question, Natalie. Our incubator, I'll step back for a second. We've purposely designed it to be sector neutral because we are starting an economy, if you will. So think of our city like the Sims video game. You can do anything with it. We're growing quickly. We know we're gonna add 100,000 more people in the next 10 years. So that's what's going on. So I would say because it's been sector neutral, we've had a chance to monitor what sectors are attracted to our incubator. I would say a good 50% have been in the medical or healthcare innovation space. So we had a telemedicine company graduate with about 80 employees approximately five or 6 years ago. But we've got a company that monitors seizures, and it's really, we've got a remote company that monitors surgical techniques, if that makes sense. And then on Friday, I know you're going to meet one of our global soft landing companies, MagQ, a company from Taiwan that does diagnostics and finds blood markers for Alzheimer's and Parkinson's and other really terrible degenerative illnesses. But we've had some success in the software space. As I mentioned, we had a company that was acquired by Google. And we have some sustainability technologies. We have a portable desalination technology that's really exciting. But I would say, if I had to put my money on our market in the northwest area of Greater Phoenix, I would say it's medical technology. And I think all of the reasons that Carol cited, we've got an aging population, but we've also are in the midst of a pandemic. So those are things that we are staring at right in the face. So I think that's where I see a lot of promise. Thank you very much, Janine and Carol. Very interesting. I'm hoping that our participants from
France and Canada are making the most of the opportunity to visit all the exhibitor booths from Arizona. It's a very dynamic market and as I said earlier, very close to California, but as Carol mentioned, close to Mexico as well and offering opportunities down south. Je vais maintenant introduire l'allocution de notre commanditaire platine Robic, Monsieur Charles Goyer et Senior Counsel. Il est agent de brevet enregistré au Canada et aux États-Unis depuis 2005. Il a plus de 25 ans d'expérience en propriété intellectuelle. Il est particulièrement expérimenté dans le domaine des biotechnologies et en pratique étrangère des brevets. Il est détenteur d'un doctorat en biochimie et d'une maîtrise en microbiologie. Je cède maintenant la parole à M. Charles Goyer. Vous êtes bien gentil. Je suis vraiment content d'être là. On m'entend bien, j'espère. Moi, j'ai un petit décalage. Le titre, c'est Rupture, adaptabilité et flexibilité. Puis, quand les gars ont fait l'organisation informatique, j'ai fait poser une caméra depuis ce temps-là. Donc là, je suis moi-même en rupture, alors j'espère être flexible et adaptatif. I'd like to first thank the people from Arizona. I wish you guys a great election day. It's an important election. You guys are in a cycle that could be very important for the next years on the planet. So good luck. Et voilà, je reviens en français. Vraiment heureux d'être là, heureux que Robic soit partenaire. Vous avez peut-être vu la vidéo qu'on a présentée tantôt sur ce qu'on fait, mais essentiellement, nous sommes un cabinet de propriété intellectuelle qui existe depuis 128 ans. Et à l'époque, en 1892, c'est deux ingénieurs qui fondent ça. Et en 1917, un Français se rajoute. Et c'est lui qui va vraiment contribuer à l'envol du cabinet. À l'époque, le Québec et surtout Montréal et un monde anglophone. La Révolution tranquille, c'est dans les années 50-60 et la langue officielle, c'était l'anglais. Et donc, il y avait une belle opportunité d'affaires pour Robic et ses collègues d'aller chercher des affaires en France. On devenait, à cause de la langue, on devenait un beau pôle francophone en Amérique du Nord. Alors, les choses se développent et en 1970, à l'époque, il n'y a pas... on doit avoir un cabinet d'avocats et un cabinet de propriété intellectuelle ensemble, donc pour offrir à leurs clients un service plus complet. Il y a un cabinet d'avocats qui est créé. Et là, il y a aussi en même temps une ouverture vers le marché local. En 2004, les deux cabinets se regroupent, ça devient Robic. Et on fête donc les 125 ans en 2017 et on arrive donc dans l'année de la COVID où on est rendu à 185 employés. C'est clair qu'il a fallu il a fallu profiter, excusez-moi, il a fallu profiter des opportunités d'affaires, il a fallu s'adapter dans tout ce temps-là. Et même dans la COVID, on va en parler un petit peu, on est encore en croissance, on a 19 employés cette année, c'est un article dans Droit Inc. ici à Montréal qui est sorti en octobre.
Alors, nous avons donc un cabinet 360, en anglais ils disent Full Service IP Firm. On offre tous les services, que ce soit le litige, le corpo, mais ça a toujours rapport à la propriété intellectuelle. Vous avez vu les différents services sur la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, on est dynamique et puis on est entrepreneur. On valorise les individus chez nous, leurs différences. On forme notre personnel. À chaque semaine, il y a des réunions, souvent plus qu'une. Et les différents groupes, que ce soit les parajuristes, les commis, évidemment la direction, tout ça, mais il y a énormément de maillage entre les différents groupes pour qu'on puisse partager nos défis, nos bons coups, nos expériences, manger de la pizza ou des sushis. Et ça nous permet, parce que le groupe est quand même assez gros, on a 2 cabinets, un à Québec aussi, ça nous permet de mieux connaître nos collègues et donc d'avoir une synergie, de pouvoir se référer des choses, d'en connaître mieux sur l'autre. Et puis, on applique exactement les mêmes principes avec notre clientèle. C'est en la comprenant puis en la connaissant mieux qu'on peut adapter nos services de façon plus efficace et rajouter de la valeur. La stratégie de propriété intellectuelle d'un client, excusez-moi, doit absolument être alignée avec sa stratégie d'affaires. Alors, en l'informant aussi par des articles, des courriels, des colloques ou des formations. D'ailleurs, j'en profite pour ceux que ça intéresse. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller sur notre site web. On a mis sur pied 20 formations pendant l'automne. Là, je ne sais pas, on est rendu à combien, mais ça traite de plusieurs sujets. Et si jamais vous en avez manqué, vous pourriez nous écrire, puis on pourrait vous envoyer un lien. Donc, on provoque des réflexions chez nos clients. On les visite, on sonde nos services et on adapte nos services à leurs besoins. Une autre chose qu'on fait, c'est qu'on segmente nos mandats pour pouvoir avancer, au moins avancer avec efficacité, avec efficience et pouvoir donc s'adapter. Hier, Paul Millier nous contait comment un client, souvent, il ne sait même pas qu'il y a un problème. Alors, c'est pour ça que l'entrepreneur qui a des produits, il peut peut-être fournir une solution qui est inconnue. Alors, c'est exactement le même principe. Essayer de mieux comprendre les besoins du client. Et c'est ça qu'on s'efforce à faire. Donc, chez nous, on a la plus grosse équipe au Québec, clairement, de loin, et 65 professionnels avec toutes sortes de formations. Incidentally, we are really, really good in optics for friends in Arizona. Donc, on a des doctorats, des ingénieurs chimistes, on a toutes sortes, on a vraiment un banc des joueurs qui est très, très solide et profond. Donc, on est capable d'adapter nos équipes aux besoins, surtout qu'il n'y a plus vraiment de silos technologiques, tout se recoupe. Donc, on travaille de façon multidisciplinaire et avec différentes expériences, des associés, des juniors, des seniors, des parajuristes, de sorte qu'on peut aussi être compétitif au niveau coût. Donc, plusieurs de nos professionnels sont reconnus par leurs pairs comme des experts. On est bon. Donc, je vous montre ici les sciences de la vie. Un gros groupe, on est 23. Il y a des avocats là-dedans aussi, il y en a qui font du litige. Il y a toutes sortes de personnes, du licensing, des contrats. Et si on regarde notre groupe de technologie émergente, qui est un groupe qui vient d'être parti il n'y a pas tellement longtemps,
mais qui est une force au bureau. On va y revenir tantôt. Bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde qui était sur la diapo précédente. Donc, c'est ça. On est capable de faire des maillages et d'adapter nos équipes. Donc, c'est quoi le groupe des technologies émergentes? Ben, c'est plein de choses, que ce soit le commerce électronique, le blockchain, le fintech, les licences, les logiciels, tout ça. Et la vie privée aussi et les informations personnalisées, c'est quelque chose qui est en train de devenir vraiment gigantesque. En fait, c'est un shift du paradigme de l'évaluation des compagnies. Maintenant, c'est les données qui créent la valeur des compagnies, comme l'économiste le soulignait il n'y a pas si longtemps. Et donc, notre groupe en protection de données et en technologie émergente est très occupé. Donc, très rapidement, c'est quoi la propriété intellectuelle? Mais j'illustre les différentes possibilités de droits intellectuels, que ce soit droit d'auteur, ceux qui sont nommés là, en montrant juste le iPhone. Bon, évidemment, iPhone, Apple, marque de commerce, le dessin industriel qui protège la forme d'un objet et non son utilité. Ça peut être la forme arrondie du téléphone. Les droits d'auteur, ben, ça peut être les logos, ça peut être l'interface du téléphone. Les brevets, évidemment, il y en a une multitude, que ce soit juste l'ouverture tactile. Puis le secret industriel qui est quelque chose de quand même important, même si nous, on rend plus des brevets, c'est que si c'est ça si on veut garder les choses secrètes, il faut protéger l'information pour pas qu'elle devienne publique. Alors, rappelons rapidement l'API en chiffres. Si on a de la propriété intellectuelle et qu'on est une PME, on va avoir plus de chances d'exporter nos trucs, on va avoir une plus grande expansion, puis on va avoir une possibilité d'avoir plus de financement. Et évidemment, c'est vrai aussi pour les grosses compagnies et les multinationales. On voit ici comment l'intangible prend de la place. Puis ça revient au même avec les données de tantôt. Puis si on regarde ici les 5 plus grosses compagnies du monde, bien, on voit comment la valeur est sur l'intangible. Alors, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés, disait Pasteur. Quand la COVID est arrivée, il a fallu qu'on s'adapte, il fallait qu'on soit flexible. On a eu la chance, mais aussi l'intelligence, j'imagine. Chance favors the prepared mind, c'est justement ça, d'être sans papier depuis 2014-2015. Et donc, avec notre équipe informatique et nos investissements préalables, on a pu être opérationnel le lundi après le confinement. On a un portail client qui permet à nos clients de voir en temps réel ce qui se passe dans leurs choses. Évidemment, la communication est tellement importante, on a pu les rassurer et on a pu continuer à les éduquer. Excusez-moi. Évidemment, bon, on est en 2020, il faut qu'on se serre les coudes. La santé mentale, c'est quelque chose qui est important. Il faut en tenir compte. Et ben, on a été chanceux, on est encore en croissance, mais on regarde d'en avant pour revenir sur ce que disait Paul hier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Never let a good crisis go to waste. Peut-être que c'est Churchill qui a dit ça, on ne sait pas. Mais si on regarde ici, lesquelles de ces compagnies-là ont profité des périodes de crise ou sont nées dans des périodes de crise, vous ne serez pas surpris que c'est toutes ces compagnies-là. Et puis pour n'en nommer qu'une, je prendrais Walt Disney, qui a été créé en 1929, l'année du crash. Alors, il y a toujours des opportunités d'affaires. Il faut qu'on en profite. En résumé, Paul Millier expliquait, c'était vraiment grandiose d'ailleurs,
comment, j'en ai parlé tantôt, la synergie entre un entrepreneur et le client est important pour ajouter de la valeur. Et ben c'est ça qu'on essaye de faire. Vive les partenariats d'affaires, vive l'agilité, vive la segmentation. On aimerait que Robic puisse faire partie de l'équipage de votre expédition de Jacques Cartier avec les entrepreneurs innovants de Sherbrooke, Rennes ou Phoenix. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs, en particulier José Fortin et Martine Courtemanche de Sherbrooke Innopol. Mais je voudrais aussi remercier les gars de l'informatique qui ont fait un super beau travail. Et Paul, moi j'ai découvert une star, comme ils disent en France. Merci. Merci infiniment, M. Goyer. Excellente présentation. J'inviterai les participants à continuer de nous envoyer des questions, leurs commentaires et de répondre au sondage. On va en lancer 3 cet après-midi. Et j'aimerais inviter M. Millier à revenir nous parler, de nous parler de foisonnement et de focalisation et aborder plus tard les questions de segmentation pour les startups innovantes et de segmentation dans les études marketing. Alors, M. Millier, à vous la parole. Oui, mais j'active, voilà, ça y est. Voilà, écoutez, merci de me donner la parole. Je suis tout à fait rouge de confusion après les compliments que M. Goyer m'a envoyés, et je le remercie sincèrement. Comme quoi l'innovation peut aussi trouver sa place dans le monde du droit et de la propriété industrielle. Merci beaucoup. Alors, où en étions-nous? Nous avions dit, nous étions pendant la phase de focalisation et j'en étais arrivé là. Pour revenir avec notre ami Steve Blank, on est en plein dans la focalisation, dans ce que Steve Blank appelle la Customer Validation. On valide avec un client au cours d'une conversation que l'offre convient à son problème et que le problème convient à l'offre. Et je vais faire un petit passage par l'histoire, parce que je trouve que l'histoire est souvent très éclairante du présent. Et je vais vous raconter en quelques mots très brefs l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Rudolf. Il s'appelle Rudolf Diesel et il a inventé, comme vous vous en doutez, le moteur diesel. Alors, pendant une dizaine d'années, de 1893 à 1899, Diesel s'est acharné à développer son moteur et il n'arrivait à faire qu'un moteur très déficient, qui développait très peu de puissance, qui était plein de défauts, qui explosait tous les quarts d'heure, qui en plus n'avait aucune utilité parce que dans les toutes petites puissances, il y avait le cheval et la vache. Dans les moyennes puissances, il y avait le moteur à essence qui existait déjà. Et pour les très grosses puissances, il y avait la machine à vapeur. Donc vous voyez à la fois un produit qui était mauvais, qui s'adressait à un marché qui n'avait pas de besoin. Et donc pendant une dizaine d'années, Diesel a galéré. Et puis est arrivé un événement en 1913. En 1913, c'était la veille de la Première Guerre mondiale et la marine était, écoutez bien la phrase, à la recherche d'une solution unique à un problème technique aigu qui l'embête depuis longtemps, propulser ses sous-marins. Car en effet, jusqu'alors, les sous-marins étaient propulsés par des machines à vapeur. Or, un sous-marin de guerre, ça doit être discret. Et une machine à vapeur, comme vous le savez, ça émet des volutes de fumée qu'on peut voir à 50 km à la ronde. Donc, les sous-marins étaient très facilement repérables. Et écoutez encore cette phrase très importante. À ce moment-là, la marine a vu dans le moteur de diesel, qui était totalement différent des autres concepts de moteurs existants jusqu'alors, la marine a vu dans le moteur de diesel l'espoir d'une solution à son problème. Et à partir du moment où elle a vu l'espoir d'une solution à ce problème, la marine a accepté de consentir des centaines d'années ingénieurs
au développement en commun du moteur avec diesel. Donc à partir de là, des équipes d'ingénieurs de la marine ont travaillé avec des équipes d'ingénieurs de diesel et ensemble, ils se sont acharnés à résoudre tous les problèmes du moteur diesel. Ils se sont acharnés à mettre un moteur diesel dans un sous-marin et à force de s'acharner pendant autant d'années, fatalement, le moteur a surmonté tous ces problèmes. Il est enfin devenu bon, il est enfin devenu puissant. Il a surmonté tous ses défauts, il est enfin devenu utile dans une application, les sous-marins, et à partir de là, diesel a pu le vendre dans les bateaux, dans les trains, dans les camions, dans les bus, dans les voitures, il y en a de partout. Donc vous voyez que c'est grâce à cette collaboration intense de co-développement entre les équipes de la marine et les équipes de diesel qu'on est parvenu à un couple produit-problème qui a enfin permis à ce moteur de décoller. Et on peut tirer quelques conclusions fondamentales de l'histoire de diesel. La première conclusion qu'on peut tirer, c'est que tous les produits sont aussi mauvais les uns que les autres à leur naissance. Il n'y a pas de bons produits condamnés à réussir et de mauvais produits condamnés à échouer. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres à leur naissance. La deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que les seuls produits qui deviennent bons sont ceux sur lesquels on s'acharne dans une direction déterminée et orientée de préférence par les clients. Et puis une troisième conclusion qui n'a l'air de rien, c'est ce n'est pas parce que le moteur était bon qu'il a convaincu la marine, mais c'est parce qu'il a convaincu la marine qu'il est devenu bon à force d'efforts communs et acharnés. Donc vous voyez, encore une fois, l'innovation nous fait marcher sur la tête et prend à rebrousse-poil la logique et le bon sens. Ce ne sont pas les bons produits qui réussissent à convaincre, mais ce sont les produits qui ont emporté la conviction qui deviennent de bons produits. Donc, merci à Diesel pour ses enseignements pour l'innovation. Donc, si on revient à un exemple que nous avons découvert hier, qui est les fibres de renforcement, la fibre de renforcement des bétons, comment ont-ils fait dans ce cas précis? Eh bien, ils ont chaussé leur chapeau d'explorateurs, ils sont allés sur les marchés, avec notre aide, nous les avons aidés à encadrer une étude marketing, et on a découvert des clients qui ont dit « Waouh, nous en avons vu certains comme dans les murs de prison ». Et donc, on a vu les murs de prison, il y a le renforcement de falaises, le renforcement des réseaux d'égouts, et en l'occurrence, dans le cas précis, l'entreprise s'est focalisée sur un segment en particulier qui était la rénovation du réseau d'égouts. Et que s'est-il passé à l'occasion de cette focalisation sur ce segment de marché? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. Le CERPAM, alors CERPAM, ça veut dire Centre de recherche de Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson est une ville de l'Est de la France, qui est un des berceaux de l'entreprise Saint-Gobain. Donc, le centre de recherche de Pont-à-Mousson, avec lequel je travaillais sur cette fibre de renforcement, a décidé de se focaliser sur les réseaux d'égouts. Alors, pourquoi ils se sont focalisés sur les réseaux d'égouts? Qu'est-ce qui a fait dire waouh à certains clients? Quel était ce que l'on appelle la pain? Vous voyez, en anglais, la pain to be killed, c'est mais quel est donc ce problème important qui les empêche de dormir depuis longtemps et auquel ils n'ont trouvé aucune solution à ce jour? Eh bien, la pain était la suivante. C'est que pour refaire les réseaux d'égouts à l'intérieur des grandes villes, eh bien, il faut faire des tranchées à l'intérieur des artères de la ville, paralyser la circulation des voitures en ville pendant 3 mois ou 6 mois, le temps que durent les travaux. Une fois qu'on a fait les tranchées, on change les réseaux de canalisation détériorés par des neufs et on rebouche. Et donc, pendant ce temps, pendant 6 mois, on a paralysé, on a fait des troubles à l'intérieur de la ville. Donc, en l'occurrence, dans le cas précis, la ville de Nancy, oh, miracle, la ville de Nancy est située à 25 km de Pont-à-Mousson. Tiens, ça revient exactement à la réponse que je faisais à la question de Madame Saint-Pierre sur la proximité géographique. Quelle opportunité! La ville de Nancy, située à 25 km de Pont-à-Mousson, ressentait cette peine et c'était si aigu pour elle qu'elle a accepté de donner
un chantier test à Pont-à-Mousson et elle a prêté des ingénieurs de la ville spécialisés en assainissement pour aider Pont-à-Mousson à collaborer à ce projet. Mais ce n'est pas tout. Il se trouve qu'une entreprise de génie civil appelée Campenon-Bernard était située également à 25 km à Nancy. Oh, quelle chance! Voilà encore un partenaire géographiquement proche. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'à Nancy, il y avait également un centre qui s'appelle le Centre d'ingénierie hydraulique et d'assainissement, dont la vocation est de développer de nouvelles solutions d'assainissement, en particulier en ville, et par miracle, ils étaient à 25 km. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est des miracles? Non, pas du tout. On va renverser la causalité. C'est parce qu'on a trouvé des clients, des acteurs proches de Pont-à-Mousson qu'on s'est focalisé sur le réseau d'égouts. Mais on ne s'est pas focalisé sur le réseau d'égouts et on n'a pas eu de la chance après. Non, c'est bien parce que toutes ces conditions étaient réunies que Pont-à-Mousson a choisi de se focaliser d'abord sur les réseaux d'égouts, car il y avait autour de son produit une sorte d'écosystème technique qui lui était favorable. Pont-à-Mousson s'est également associé avec un fabricant de ciment pour développer un nouveau ciment qui correspond au renforcement des égouts avec la fibre. Et tout ce beau monde a travaillé en commun. Tous ces acteurs ont collaboré, ont mis leurs compétences en commun pour résoudre tous les problèmes les uns après les autres. La fibre coupe les doigts, comment peut-on surmonter le problème? La fibre casse la bétonneuse, comment surmonter le problème? Eh bien, développons une bétonneuse dont les parois de la bétonneuse vont mélanger le béton à la place des pales. Ça fait des murs poilus, comment peut-on surmonter ce problème? Tous ces problèmes ont été résolus en commun et cela a débouché sur le système fontamorphe. Lisez bien, système fontamorphe, qui comporte quoi? La fibre, qui est au cœur du système d'innovation, la fibre sur laquelle Pont-à-Mousson avait concentré ses efforts jusque-là, en faisant travailler ses ingénieurs en métallurgie. Deuxièmement, la technologie de projection par voie sèche vendue avec la fibre et à laquelle les clients doivent être formés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, au lieu de couler le béton dans une bétonneuse, eh bien, on vient utiliser un système de projection par un flux d'air. Ce flux d'air aspire le ciment, le sable, la fibre, l'eau, et la projection violente sur la paroi de l'égout provoque le mélange. Donc, vous voyez, on a inventé un nouveau système de projection pour pouvoir mettre en œuvre la fibre et le béton le long des parois. Cela a permis de générer un nouveau savoir-faire en rénovation des égouts et il a fallu développer pour cela de nouveaux équipements de projection qui n'existaient pas. Et donc tout ça, vous voyez, a donné un système, le système fontamorphe, composé donc de cette fibre, de ce matériel et de ce nouveau savoir-faire dans la réfection des égouts. Et à partir de là, vous voyez, Pont-à-Mousson a réfléchi système au lieu de réfléchir juste sur le composant, la fibre, et c'est à partir de ce moment-là que la fibre a pu commencer à avoir de premiers clients. Et cette technologie ayant fait ses preuves, elle a été utilisée ensuite pour renforcer des tunnels, pour renforcer des parois de falaises, etc. Donc vous voyez, on revient encore à cette notion de raisonner système au lieu de raisonner composant. Tant que vous raisonnez composant, eh bien vous raisonnez sur un composant qui n'a pas le même ADN que le système dans lequel il prétend s'incorporer. Donc dans le cas présent, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a créé un système qui avait l'ADN de la fibre pour que celle-ci s'intègre harmonieusement dans ce nouveau système. Donc en résumé, la morale de cette histoire de la fibre, c'est qu'en marketing, dans le courant dominant en marketing, eh bien, on adapte son innovation au système, alors qu'en marketing de l'innovation, eh bien, on change le système pour que ce soit lui qui ait le même ADN que l'innovation et que l'innovation s'y intègre facilement. Donc, vous voyez, là encore, on marche sur la tête.
C'est pas nous qui nous adaptons au marché, c'est nous qui adaptons le marché à l'innovation, qui, dans ce cas-là, la fibre est le cœur central du système. Donc, une preuve de plus que le marketing de l'innovation fait marcher les marketeurs sur la tête, et ce qui explique aussi que le courant dominant en marketing est tant de difficultés à apporter des succès aux innovations. Voyons maintenant, à partir du moment où on s'est introduit sur le marché, on a déjà en quelque sorte mis le pied dans la porte. On a déjà fait un grand pas en avant, on commence à apprendre du marché, c'est comme le joueur de poker qui commence à jouer avec la famille, avec les amis, il apprend à jouer. Mais maintenant, pour se développer, il va falloir passer à un autre régime, il va falloir changer de braquet, comme on dit en vélo, et découvrir un principe de développement d'une activité innovante que l'on va appeler la stratégie pas à pas, step by step strategy. Donc cette stratégie pas à pas, c'est la construction progressive de l'activité. On commence par s'introduire sur le marché, on met le pied dans la porte, mais ensuite, pour pouvoir croître, eh bien, on va croître en ajoutant un segment, puis un segment, puis un segment à son portefeuille d'activité. Mais comment choisir les segments, avec quelle vitesse, comment procéder? Alors, pour vous montrer le bien fondé de cette approche step by step, je vais prendre pas un raccourci, mais au contraire un chemin détourné pour vous alerter sur un risque très fréquent en matière d'entrepreneuriat innovant. Alors, le schéma que je vous présente est ce que l'on appelle un schéma de diagnostic. C'est un petit outil que j'ai développé spécifiquement pour les projets à forte densité technologique. Ce diagnostic comporte 2 dimensions. En ordonnée, on va trouver le risque technique encouru en se lançant sur un segment donné. Sur l'axe des X, on va trouver le risque commercial que présentent les différents segments que l'on peut viser. Donc si on continue avec notre fil directeur, qui est notre fibre de renforcement des bétons, eh bien on s'aperçoit de la chose suivante. On s'aperçoit que les gros marchés, comme par exemple le génie civil ou la construction, le bâtiment, travaux publics, sont des gros marchés pour lesquels les managers de l'exploitation ont les dollars qui brillent dans les yeux. Ils disent « Waouh, merveilleux, ce sont des marchés immenses. Là, on a enfin mis le doigt sur les marchés du siècle. » Mais j'attire votre attention sur la position qu'occupent ces 2 gros segments de marché dans le diagnostic. Vous avez compris la logique d'évaluation. Plus on se trouve près de la partie en bas à gauche, plus de l'origine du schéma, plus c'est favorable. Le risque technique est très faible, le risque commercial est très faible. Alors qu'en haut à droite, le risque technique est très élevé, le risque commercial est très élevé. Eh bien voilà, une caractéristique des activités innovantes. Bien souvent, les gros marchés auxquels elles pourraient prétendre et ces gros marchés qui font flasher les dollars dans les yeux des managers de l'exploitation, en dépit du fait qu'ils sont très attractifs en raison de leur taille importante, sont très souvent des marchés très risqués. Alors pourquoi ce sont des marchés très risqués au début, c'est-à-dire à la date du 3 novembre 2020, aujourd'hui? Pourquoi sont-ils très risqués? C'est parce que s'ils sont gros, c'est qu'ils sont constitués d'un grand nombre de clients pragmatiques qui voient dans l'innovation une source de perturbation au lieu de voir une source d'avantage. De plus, si ces marchés sont gros, ça veut dire qu'il y a des gros concurrents qui sont là pour servir les clients qui constituent ces marchés. Donc ça veut dire qu'en contrepartie du fait qu'on attaque des gros marchés, on doit aussi affronter de très gros concurrents et donc on encourt de très gros risques. Donc comme l'innovation est déjà toujours un pari risqué, pourquoi s'infliger une double peine
en commençant d'abord par les segments de marché les plus risqués. Donc, vous voyez, la sagesse va nous faire dire qu'il faudrait regarder d'abord l'ensemble de tous les segments auxquels on pourrait avoir accès pour voir où les autres segments se positionnent. Et très souvent, pour une start-up innovante, comme nous le verrons vendredi avec le cas de Calogy Solutions, eh bien, des segments plus petits se trouvent dans la zone très favorable, proche de l'origine du schéma. Ils sont très petits, mais très faciles d'accès à court terme. Ça veut dire, en l'occurrence, que Calogy Solutions pourrait, à la date du 3 novembre 2020, rentrer sur les segments S1 et S2, tellement ils sont faciles d'accès, compte tenu des compétences, des ressources et des caractéristiques que possède cette entreprise. Et puis au milieu, on va trouver des segments de taille moyenne, mais qui présentent également des risques modérés. Donc, eh bien, la sagesse va nous dire, ne multiplions pas les difficultés, ne nous tirons pas une balle dans le pied, commençons d'abord par les segments qui nous sont les plus faciles d'accès, sous réserve bien sûr qu'une rentabilité soit au rendez-vous et sous réserve aussi que la rentrée sur ces marchés nous permette d'acquérir des connaissances qui vont nous permettre ultérieurement de bondir sur un deuxième segment voisin, mais en profitant des compétences acquises sur le premier segment. Rappelez-vous, c'est toujours comme le joueur de poker. Au début, il joue avec sa famille et puis ses amis. Ensuite, il s'inscrit au tournoi du village, puis ensuite au tournoi intercommunal. Et à chaque fois, il acquiert une compétence qui lui permet de bondir sur un segment à plus fort enjeu, mais également à plus fort risque à la date du 3 novembre. Et puis, en rentrant sur ce segment de marché, on acquiert de nouvelles compétences, on apprend à mieux commercialiser, à mieux être un acteur de ce marché, ce qui nous permet, l'année d'après, de bondir sur un autre segment. Et puis peut-être qu'un jour, eh bien, on pourra rentrer sur le segment de la construction ou du génie civil, sous réserve, par exemple, qu'on ait suffisamment baissé les prix de notre produit et que notre image soit confortée au fil des années. Donc vous voyez, sur ce schéma, on peut lire que le plus court chemin pour la réussite pour une start-up, ce n'est pas la ligne droite. Ça, on revient sur un des premiers schémas que nous avons vu hier matin. Une entreprise qui démarre n'est pas en petit aujourd'hui, n'est pas en miniature aujourd'hui, ce qu'elle sera en grand demain. Elle va passer par certains segments avec certaines compétences et certains business models et elle va évoluer au fur et à mesure qu'elle bondit d'un segment à l'autre. Donc voilà le principe sur lequel va reposer la stratégie pas à pas. Alors pour mieux comprendre encore ce principe de la construction de l'activité et son bien fondé, on va utiliser ce schéma. Sur la partie supérieure du schéma, vous voyez la traditionnelle courbe dite de cycle de vie des produits, où on figure en ordonnée les ventes cumulées du produit dans le temps. Et ces ventes cumulées, eh bien, on les engrange grâce à l'entrée successive sur différents segments. Sur le segment du bas, que voit-on? On voit que sur chaque segment de marché, on va faire du co-développement, travailler avec des clients pour acquérir une expérience technique et commerciale qui va, en s'accumulant, nous permettre de nous servir de promontoire pour bondir sur le segment suivant. Donc vous voyez, à chaque fois, on franchit une petite marche en s'appuyant sur la marche d'avant. Et à chaque fois, on refait un travail de co-développement avec de nouveaux clients qui nous permet d'acquérir un complément de savoir-faire technique et commercial qui nous permet de franchir une marche supplémentaire pour accéder au segment S3, etc., jusqu'à accéder à des segments à plus fort enjeu, mais qui demanderaient un effort considérable si on devait rentrer sur ces segments d'emblée. Alors pour bien vous illustrer un peu cette stratégie pas à pas,
je vais utiliser quelques exemples et quelques métaphores. Le premier exemple que je vais utiliser est celui du téléphone. Aujourd'hui, on l'a vu, le téléphone portable est un immense marché qui fait 1,6 milliard d'appareils et on a l'impression que en une vingtaine d'années, eh bien, les ventes ont progressé régulièrement pour atteindre les chiffres qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, pas du tout. En réalité, la progression du marché du téléphone s'est faite étape par étape, marche après marche, en bondissant sur des marchés qui n'avaient pas grand-chose à voir et en commençant par le premier d'entre eux. Je vous informe, si vous ne le savez pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes trop, disons, dans le présent, c'est-à-dire aujourd'hui le présent a tellement d'importance qu'on ne voit plus que lui, on oublie un peu le passé, mais je vous rappelle que les premières applications du téléphone portable ont été pour les pompiers et les ambulances, et je vous informe aussi qu'à l'époque, le téléphone ressemblait à ça. Ça doit être le Matracom 2000. Alors, ce n'était pas véritablement un téléphone portable, c'était plutôt un téléphone transportable qui pesait environ 4,5 kg, batterie comprise, et il fallait disposer d'un véhicule pour pouvoir transporter cet appareil. Et donc, à l'origine, quand les téléphones portables sont apparus, non seulement il fallait une très grosse batterie pour garantir leur autonomie, mais ces téléphones étaient conçus dans l'esprit de ceux qui les avaient inventés comme en anglais on dit des car-fitted devices. C'était des dispositifs qui étaient destinés à être montés dans la voiture en substitution de la radio UHF et VHF qu'utilisaient les pompiers et les ambulances à l'époque. Et quelle était la peine? Pourquoi ce sont eux qui ont commencé? C'est parce qu'ils avaient besoin à tout moment de pouvoir être en contact avec leur base pour sauver des vies. Et la radio présentait des zones d'ombre qui ne leur permettaient pas de garantir cette sécurité. Et puis ensuite, une fois que le téléphone a pénétré ses premiers marchés de la sécurité, d'autres usagers professionnels de la route, comme les chauffeurs de camions ou les taxis, ont vu l'intérêt de ce produit et vous remarquerez aussi que cette deuxième catégorie de clients disposait aussi d'un véhicule, ce qui permettait de transporter plus facilement l'appareil qui pesait 4,5 kg. Et puis est arrivée une révolution. On est passé de l'analogique au numérique. Alors là, il y a eu une double révolution. D'abord, ça a permis la miniaturisation des appareils et ensuite, ça a permis d'envisager des marchés de taille beaucoup plus importante. Car à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, l'angoisse de tous les opérateurs de télécommunications, c'était la saturation des bandes passantes, car les téléphones portables utilisaient des bandes passantes proches des radioamateurs et le seul espoir qu'on avait, c'était que les militaires veuillent bien vendre des bandes passantes pour qu'on puisse élargir le spectre d'utilisation des téléphones. Or, est arrivée la révolution du numérique et on a pu faire passer beaucoup plus de communication sur les mêmes canaux, ce qui a permis d'envisager des marchés beaucoup plus larges. De plus, la miniaturisation des appareils a permis aux cadres de transporter leur téléphone portable dans la poche de leur veston ou de leur sac à main et de pouvoir téléphoner là où ils étaient, dans la voiture, dans le train ou en déplacement. Et puis ensuite, vous connaissez l'histoire. Maintenant, le téléphone s'est démocratisé, tout le monde a son téléphone, les adolescents s'en servent pour trafiquer sur les réseaux sociaux. Et donc, vous voyez qu'en réalité, la construction de l'activité du téléphone portable n'a pas été du tout linéaire, mais le téléphone s'est propagé étape par étape. Et encore une fois, je pense qu'il est bon de replonger dans l'histoire pour essayer de comprendre le présent et l'avenir. Donc, fort de cette compréhension, eh bien, on va pouvoir se dire la chose suivante.
pour être encore là dans 5 ans, il faut être encore là dans 1 an. Car en effet, si vous êtes mort dans 1 an, vous ne serez plus là dans 5 ans. Donc, on a coutume de dire que pour l'entrepreneuriat innovant, il vaut mieux être myope que presbyte. Le long terme, c'est l'année prochaine, c'est pas dans 10 ans. Deuxième chose que vous pouvez vous dire, c'est si vous essayez de démarrer en 5e au feu rouge, parce que la 5e vitesse, c'est la vitesse qui va le plus vite, il y a le risque de caler et on n'avance jamais. Donc la sagesse vous indique qu'il faut d'abord passer la première, puis la deuxième, puis la troisième, pour pouvoir un jour accéder à la 5e vitesse. Vous pouvez aussi vous dire, pour mémoriser ce principe, if you want to finish first, you must first finish. C'est vrai, j'aimerais bien j'aimerais bien être premier dans une course de marathon, mais si seulement j'arrivais déjà à finir un marathon, qu'est-ce que je serais content. Et puis, vous pouvez aussi, vous dire la chose suivante. Je vais passer ça. Vous pouvez vous dire la chose suivante. Si vous êtes un entrepreneur, vous avez un objectif ambitieux en tête. Eh bien, gardez cet objectif ambitieux en tête. Gardez-le, ne le quittez pas des yeux, mais, comme on l'a vu à plusieurs reprises, non seulement il faut viser loin et avoir un objectif ambitieux, mais il faut aussi connaître le chemin par lequel on va arriver à cet objectif ambitieux en passant de segment en segment et en choisissant éventuellement des segments différents en fonction du fait que la cible bouge. Donc là, je suis désolé, mais les changements de format nécessités par la technique ont fait que le petit bonhomme a raté la cible, mais dans mon animation initiale, le petit bonhomme arrivait au centre de la cible, ce qui est important pour ce qui va suivre. Donc, en conclusion de ce que nous venons de voir sur la stratégie step by step, la morale de cette histoire, c'est qu'en marketing, on se fixe une cible qu'on cherche à atteindre à tout prix, alors qu'en marketing de l'innovation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on poursuit un chemin accessible, on regarde où on peut mettre les pieds, vous voyez, comme quand on franchit une rivière, on regarde où il y a des cailloux, il y a des pierres sur lesquelles on peut mettre ses pieds, et quand on est sur un caillou, eh bien, on regarde quel est l'autre caillou sur lequel on peut mettre son pied pour franchir la rivière. Donc, en marketing de l'innovation, on poursuit un chemin qui nous est accessible en fonction de là où on est aujourd'hui, et le meilleur moyen d'arriver au centre de la cible, c'est encore de dessiner la cible autour de la flèche pour être plus sûr que celle-ci soit au centre. Et qu'est-ce que ça veut dire dessiner la cible autour de la flèche? C'est construire le marché qui va avec son invention, comme on l'a vu par exemple avec l'exemple de la fibre de renforcement des bétons, où Pont-à-Mousson a dessiné le marché du renforcement des égouts autour de son produit. Et pour cela, on se rappelle que pour arriver à franchir le gouffre, eh bien, il faut devenir leader des premiers segments conquis. Donc, il ne faut pas vouloir aller trop vite, aller plus vite que la musique, devenir leader des premiers segments conquis, car ce sont les leaders qui vont inspirer confiance aux pragmatiques, qui, eux, constituent les gros marchés attractifs que vous pouvez garder en ligne de mire. Et pour cela, gardez en tête aussi qu'il ne faut pas confondre lancer une affaire à grande échelle et lancer une affaire qui deviendra grande. C'est tout à fait différent. Mais grande échelle, c'est trop gros, trop vite, alors qu'on démarre petit et qu'un jour, on a une chance de devenir grand. C'est aussi une règle de marketing de combat. On ne gagne pas la guerre sans gagner de petits combats. Voilà, je crois qu'on est arrivé à l'heure là où il faut passer la parole à Madame Saint-Pierre pour quelques questions de l'auditoire. Oui, Monsieur Millier. Donc, 2 questions sur ce segment-là. N'est-il pas dangereux de perdre le focus en se concentrant sur des opportunités faciles d'accès? Je vous laisse réagir. Ça, c'est la caractéristique du stratège. Hein, et c'est pour ça qu'il est important d'avoir simultanément en tête un portefeuille de segments que l'on peut viser. Parce que si on n'a pas même, je dirais même visuellement, un portefeuille de segments qu'on peut se représenter sur un schéma de diagnostic comme celui que je vous ai montré,
on risque de perdre de vue effectivement les segments sur lesquels on va pouvoir aller dans 5 ans. Donc le stratège doit être à la fois un très bon acteur du présent, hein, je l'ai dit, le long terme pour une start-up innovante, c'est dans 1 an, mais garder en tête toujours les segments de demain. C'est pour ça que nous le verrons vendredi avec l'exemple de Calogy. Quand on fait la segmentation d'un marché innovant, alors ça c'est vraiment un point clé un peu pour les startups innovantes, dans la segmentation que l'on dresse au moment où on crée sa startup, il faut mettre tous les segments, y compris les faciles, les difficiles, les proches et les lointains. Parce que les gros segments qui sont lointains, ils sont peut-être lointains aujourd'hui, mais ils deviendront accessibles demain. Donc là, j'insiste absolument sur la nécessité d'avoir cette représentation visuelle de manière à ce que le dirigeant, le stratège, ne perde pas de vue les objectifs ambitieux qu'il mène à long terme. Et la deuxième question, à partir de quel moment le bootstrapping n'est plus la méthode à prioriser? Est-ce que les capitaux de risque tendent à nous obliger de viser des grosses opportunités? Alors, là encore une fois, c'est une question de mindset. Hein, voilà, vous avez noté tout à l'heure, je vous ai dit, en parlant de l'équation P égale pression égale force sur surface, qu'une start-up doit viser les marchés pour lesquels elle est correctement structurée. Alors pourquoi j'ai dit si souvent qu'il était préférable qu'une start-up commence petit? C'est parce que si on regarde statistiquement le nombre de startups qui sont soutenues par des investisseurs, et ce n'est pas la majorité. Donc on met énormément l'accent sur le modèle start-up soutenu par des financeurs qui participent à des tours de table pour aider l'entreprise à se développer, mais ce n'est vraiment pas le cas de toutes. Donc une start-up, à tout moment, comme je l'ai dit, elle doit faire état des ressources dont elle dispose, pour pouvoir se fixer l'objectif le plus ambitieux qu'elle peut, compte tenu des ressources, des compétences, du réseau qu'elle possède. Mais si une start-up arrive à convaincre des investisseurs qui mettent de l'argent dedans, l'entreprise va être plus richement dotée, plus richement structurée, donc elle pourra se permettre de viser plus vite des segments plus gros, mais la contrepartie de cela, c'est que l'entrée sur ces segments est souvent plus tardive. Donc ça veut dire que pendant plusieurs années, l'entreprise va brûler du cash pour se préparer à accéder à des segments plus gros. Donc il n'y a pas de fatalité à ça. On peut viser gros si on est correctement structuré, c'est-à-dire si on a les moyens que nous apportent les investisseurs, mais il faut avoir conscience aussi que comme ces marchés sont plus difficiles d'accès, ça retarde souvent l'entrée sur le marché et pendant quelques années, on est obligé de vivre sur le capital que nous ont apporté les investisseurs. Et si on a brûlé le capital avant de rentrer le premier chiffre d'affaires, eh bien c'est la Death Valley, hein, la vallée de la mort, on tombe dans le gouffre. Merci infiniment. J'ai d'autres questions, mais je vais vous laisser continuer avec le prochain segment. On y reviendra un peu plus tard. Très bien. Eh bien, écoutez, on va donc, comme vous dites, aborder le dernier segment. Enfin, en tous les cas, merci pour ces questions qui sont toujours aussi pertinentes. Donc, on vient de voir 2 principes. Pour rentrer sur le marché, il faut se focaliser. Se focaliser sur quoi? Sur des segments, sur de premiers segments de marché. Ensuite, on a vu une stratégie pas à pas qui consiste à bondir de segment en segment jusqu'au segment ambitieux qu'on se fixe au début. Mais ces 2 éléments de stratégie ont une condition préalable. Il faut avoir identifié les segments avant. Et donc, c'est tout l'intérêt de la segmentation. L'importance de la segmentation, c'est qu'on ne peut pas élaborer une stratégie de développement si on n'a pas au préalable segmenté son activité, parce qu'on ne peut pas choisir les segments sur lesquels on va commencer et se focaliser,
et on ne peut pas choisir les segments par lesquels on va continuer pour se développer. D'où la nécessité de faire apparaître ces fameux segments de marché et de réaliser ce qu'on appelle véritablement une segmentation marketing au plein sens du terme, comme nous le verrons demain en plus de détails. Alors, pour parler de la segmentation, pour les activités innovantes, la segmentation que je vous proposerai de découvrir demain permet d'arriver à une représentation finale qui est une matrice de segmentation. Dans cette matrice de segmentation, il y a des colonnes qu'on va appeler des applications, c'est-à-dire des problèmes techniques à résoudre. Puis, dans les lignes de cette matrice, il y a des comportements, le comportement des clients vis-à-vis de la résolution de ce problème technique, et au croisement non vide des applications et des comportements, on trouve les segments du marché. Donc, pour l'instant, je vous demande juste de garder en tête ce résultat final, et la journée de demain sera consacrée à la construction de cette matrice de segmentation et à son exploitation. Donc, dans une matrice de segmentation, on trouve des segments qui sont des groupes de clients homogènes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes problèmes. Et cette segmentation marketing, au sens où on le définira demain, est l'outil clé pour créer de la valeur. Pour créer de la valeur, la segmentation, c'est le point de départ de la construction de la valeur. Et étymologiquement, d'où vient le terme proposition de valeur? Et je pense que tout le monde dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant connaît cette notion de proposition de valeur, la value proposition. Tout le monde utilise à tort et à travers ce terme de value proposition, mais qu'est-ce que c'est en réalité la proposition de valeur? Mais comme son nom l'indique, on va proposer au client une valeur, et selon que le client y perçoit, lui, de la valeur, il va vous donner de l'argent en contrepartie de cette proposition. Mais si je gère un hôtel et que je propose les chambres de mon hôtel à 500 $, eh ben, ça vaut zéro. La valeur de cette proposition vaut zéro tant qu'il n'y a pas de client qui accepte de payer 500 $ pour résider une nuit dans les chambres de mon hôtel. Donc, c'est ça, la proposition de valeur, c'est l'entrepreneur propose et le client dispose en fonction de la valeur qu'il perçoit dans ce qu'on lui propose. Et la segmentation, elle est là pour révéler la valeur que le client perçoit dans l'offre que vous lui proposez. Donc, pour comprendre l'importance de la segmentation dans le processus de création d'une entreprise innovante, je vais faire une analogie avec un jeu que tout le monde connaît, qui est le jeu du Scrabble, dont j'ai emprunté cette analogie à deux génies de la sociologie de l'innovation, qui sont Michel Callon et Bruno Latour. Donc, que nous disent les auteurs et quelle est cette analogie avec le jeu du Scrabble? Donc, au jeu du Scrabble, vous savez tous y jouer. Première étape du jeu du Scrabble, on commence par piocher des lettres au hasard dans un sac. Et les auteurs nous disent, eh bien ça, c'est un petit peu analogue au travail que fait un chercheur, je dis bien un chercheur. Que fait un chercheur dans son travail de chercheur? Il développe des briques de connaissances, des briques de compétences, mais comme au jeu de Scrabble, les briques de compétences qu'il a développées sont un peu au hasard par rapport aux attentes du marché. Donc, une fois qu'on a tiré des lettres au hasard dans un sac, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher à combiner ces lettres. Donc, quand on regarde les lettres, quand on regarde le capital de lettres dont on dispose, eh bien, le bon joueur de Scrabble va d'abord tenter de composer le mot le plus long qu'il puisse composer à partir des 7 lettres qu'il a tirées. Et combien ça vaut combien valent ces jardins, là, les jardins que l'on a constitués à partir des lettres qu'on a tirées? Eh bien, si vous comptez la valeur des lettres, 8 plus 1 plus 1 plus 2, 1, ça fait 15 points. Ça fait 15 points. Mais
le bon joueur de Scrabble ne va pas se débarrasser bêtement de ses lettres n'importe où sur le plateau de jeu. Le bon joueur de Scrabble, pour gagner, que va-t-il faire? Il va chercher les mots qui comptent double, de sorte que son jardin vaudra 30 points au lieu de 15. Si il trouve un mot qui compte triple, son jardin vaudra 45. Et s'il a la chance d'avoir la place de pouvoir mettre ces 7 lettres, y compris le S, il rajoute le bonus, c'est-à-dire le Scrabble, qui vaut 50 points. Donc ça fait 45 points plus 50 points, 95. Et si par bonheur, il peut raccrocher son jardin à un autre mot qui lui-même faisait déjà 20 par ailleurs, il va rajouter les 20 points du mot, ça fait donc 95 plus 20, 115. Donc vous voyez, le même mot qui vaut 15 points sur le chevalet de votre jeu, selon l'endroit où vous allez le placer sur le plateau du jeu, c'est-à-dire selon l'endroit où vous allez placer votre innovation sur le marché, eh bien votre innovation, elle va valoir 3 si vous vous y placez, si vous vous y prenez mal, vous avez placé que 3 lettres, vous avez mis ou radis, voilà, vous avez fait 3 points, 4 points, bêtement. Mais si vous vous y prenez bien, votre jardin, qui vaut 15 points sur le chevalet, eh bien, il va valoir 30 ou 45 ou 95 ou 115 selon l'endroit où vous l'avez placé. Eh bien, le jeu de l'innovation, c'est ça. Vous voyez, le jeu de l'innovation, c'est j'ai développé un produit qui m'a coûté 15 000 $, 150 000 $, 15 millions de dollars, peu importe, à développer, ou j'ai développé un produit qui coûte 15 $ à fabriquer. Eh bien, peu importe que ce produit coûte 15 $ à fabriquer, la valeur que je vais en tirer, elle n'est pas déterminée parce que ça me coûte, mais elle est déterminée par à qui je vais le vendre et qui va trouver de la valeur à ce jardin que je lui propose. Donc, pour bien comprendre le sens de cette analogie, là, je vais introduire un nouveau concept fondamental en marketing de l'innovation. Ce nouveau concept, il s'appelle l'ingénieur catholique français. Je le prends pour discriminer personne, car je suis moi-même ingénieur catholique et français. Et quel est l'archétype de l'ingénieur catholique français? C'est quelqu'un qui a été élevé par sa maman dans les bons principes, qui consiste à dire « Mon fils, tu ne voleras pas ton voisin ». Ah, oui, je comprends, c'est de la logique et du bon sens, je ne dois pas voler mon voisin, mais je dois bien vivre. Donc il faut bien que je vende mon produit plus cher qu'il me revient. Oui, oui, bien sûr, tu dois le vendre plus cher, je vais t'expliquer comment tu fais. Tu regardes combien il te faut pour vivre, tu rajoutes ce qu'il te faut pour vivre à ce que ça te coûte, et ça te donne ton prix de vente. Donc là, vous reconnaissez la stratégie imbécile du point de vue marketing, de celui qui rajoute la marge espérée à ses coûts de fabrication. Alors, revenons à notre ingénieur catholique français. Que pensez-vous de la stratégie de cet ingénieur catholique français qui s'est dit, tiens, il me faut 5 $ de marge par produit vendu, donc je vais vendre mon produit 20 $. Et comme l'ingénieur catholique français, en plus, est toujours un peu gêné à l'idée de parler d'argent, de demander autant d'argent à son client, il lui dit « Bonjour, monsieur le client, mon jardin vaut 20 $, mais comme c'est vous, allez, je vous fais une petite ristourne de 10% et je vous le vends 18. 18 $. Et voilà notre ingénieur catholique français qui part à l'assaut du marché en vendant 18 $ son produit à tout le monde. Et oh, c'est miraculeux parce que 18 $, c'est justement le prix moyen des produits équivalents aux siens, ainsi qu'il a pu le lire dans une étude de marché qu'il a achetée récemment sur Internet. Donc ça veut dire, vous voyez, que 18 $, c'est le prix moyen auquel les concurrents vendent le produit. Parfait, on est dans la moyenne du marché. Et on ne fait pas de vagues, on est dans la moyenne. Eh bien, que penseriez-vous de la rentabilité, de l'activité de cet ingénieur catholique français
qui vend 18 à tout le monde, alors que sur certains marchés, il pourrait vendre à 115, sur certains autres marchés, il pourrait vendre à 95, d'autres 45, et puis sur d'autres marchés, probablement plus importants, plus volumineux, avec un nombre de clients plus important, il pourrait vendre que 5 ou 13. Que pensez-vous de la rentabilité de cet ingénieur catholique français qui vend 18 à tout le monde en considérant que son marché est homogène et que tous les clients se valent et donc je vais tous les traiter de manière équivalente. Mais là, vous avez compris, c'est double peine pour l'ingénieur catholique français car en considérant que tous ses clients sont équivalents les uns aux autres, il va les aborder avec la même stratégie qui consiste à vendre 18 à tout le monde. Et comme tous les clients sont équivalents, eh bien, il va aller visiter des clients au hasard. Et comme les clients se répartissent à peu près comme ça, les clients qui sont prêts à payer très cher pour une innovation qui vient de sortir avec les bugs qui la sortissent en général, le nombre de clients qui est prêt à payer très cher est petit. Ce qui est super pour l'innovateur, car comme il commence, il a peu de moyens et ça va lui permettre de contrôler ce qu'il fait et de contrôler ses clients. En revanche, notre ingénieur catholique français qui parcourt le Canada à la recherche de clients au hasard, il a beaucoup plus de chances de tomber sur des clients qui sont prêts à payer seulement 5 ou 13, car ces clients qui sont prêts à payer un petit prix sont beaucoup plus nombreux et moins accessibles économiquement. Je veux dire par là que moins accessible économiquement, ça vaut pas la peine de déplacer un commercial pour aller vendre un produit en faisant $1 de marge ou encore pire, en perdant $1 sur chaque produit qu'on vend. Donc c'est double peine pour l'ingénieur catholique français. Il va parcourir le Canada, il va perdre un temps infini et il va par hasard de temps en temps tomber sur un client qui est prêt à lui payer le prix qu'il demande. Mais là où il y a double peine, c'est, regardez, il vend son produit 18. Donc tous les clients en bas à gauche, dans le triangle noir, vont refuser de lui payer. Donc il va multiplier les démarches commerciales infructueuses. Et quand il va tomber par hasard sur un client qui est prêt à lui payer 115 ou 95, qu'est-ce qui va se passer? Le client va se dire, comment? Il me présente un système à laser sophistiqué et il me prétend que c'est la dernière technologie à la pointe et il me vend ça à 18. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est douteux et il va se méfier. Ou alors il va se dire, mais quel idiot! Il me vend son truc à 18, j'aurais été prêt à lui payer 115, mais quel idiot! Il n'a vraiment rien compris au business. Donc vous voyez, dans tous les cas, l'ingénieur catholique français qui vend 18 à tout le monde, il est perdant et c'est double, voire triple peine pour lui. Donc, si on veut vraiment exploiter cette métaphore du jeu du Scrabble, bien voilà la conclusion qu'on peut en tirer. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que la segmentation est vraiment l'outil de la création de valeur, car imaginez que vous considériez que votre marché est un gros marché homogène, c'est-à-dire où tous les clients se ressemblent. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traiter tous les clients de la même manière, avec la même stratégie commerciale. Vous allez vendre le même produit à tout le monde en le vendant à 18. Alors, sur ce schéma, que faut-il voir? Vous avez une courbe en S qui est la courbe des ventes, les ventes à $18 par unité. La courbe du bas, c'est la courbe de rentabilité. Vous voyez, ce cercle rouge ici traduit le fait que quand on a terminé les investissements, eh bien, l'entreprise a ses comptes dans le rouge, en déficit. Et si elle vend 18 à tout le monde, elle ne fait que $3 de marge par unité vendue, donc elle va mettre un temps infini avant d'arriver au point mort, c'est-à-dire d'arriver au point où les ventes auront à peu près remboursé les investissements réalisés. Donc, si en vendant 18 à tout le monde, vous mettez un temps infini à arriver à ce point mort, eh bien, entre-temps, vous laissez tout le loisir à des concurrents, éveillés par l'intérêt de ce marché que vous êtes en train d'ouvrir, de rentrer sur le marché
et de prendre les parts de marché à votre place. Donc en vendant 18 à tout le monde, en faisant une toute petite marge, il y a un énorme risque à ne jamais gagner d'argent en innovant, car si un concurrent surgit avant que vous commenciez à gagner de l'argent, il prend votre place et vous ne gagnez jamais d'argent. Donc la solution pour cela, c'est de gagner de l'argent tout de suite. Vous voyez, pour un entrepreneur innovant, la meilleure solution, s'il veut gagner de l'argent un jour, c'est d'en gagner tout de suite, parce que comme on l'a dit, peut-être que dans 5 ans, il sera mort. Donc, si vous suivez la stratégie qui consiste à dire « croissons, croissons, occupons les places, ne nous préoccupons pas de la rentabilité parce que nous allons nous récupérer à l'avenir », il y a des chances qu'à l'avenir, vous soyez mort. Donc, si vous voulez avoir des chances de gagner de l'argent, une seule solution, c'est d'en gagner vite et de vous concentrer sur les segments de marché qui perçoivent le plus de valeur dans votre produit à court terme dans l'état où il est aujourd'hui. Donc, on va d'abord se focaliser sur les segments de marché sur lesquels les clients sont prêts à payer 115 $. Et en se focalisant, vous constatez que la courbe de rentabilité qui est en haut, qui monte en escalier elle aussi, elle augmente parce que plus vous vous focalisez sur un segment, plus les ventes sont faciles à faire. Donc, plus l'effort commercial diminue, car les clients d'un même segment partageant les mêmes valeurs, si vous avez vendu à l'un, il sera plus facile de vendre à l'autre, car il se retrouve dans les valeurs du premier. Et de plus, les arguments que vous aurez développés pour convaincre les premiers clients, vous pouvez les réutiliser pour convaincre les autres clients beaucoup plus facilement. Donc, votre effort commercial va diminuer et donc, votre rentabilité commerciale va monter. Ensuite, une fois que vous aurez commencé à saturer le segment à 115, vous bondissez sur le segment à 95, vous prenez les plus fortes parts de marché possibles sur ces segments-là, et pourquoi pas prendre 80%, pourquoi pas prendre 90% de parts de marché si vous êtes les seuls sur ce segment de marché que vous avez créé. Rappelez-vous la fonte, les rubans de fibre de fonte, les rubans de métallique pour renforcer le béton. Pont-à-Mousson était le seul sur le segment du renforcement des égouts. En France, au moins, sur lequel ils ont commencé, ils avaient 100% du marché. Donc, vous voyez, il est possible de rafler 100% de parts de marché si on dessine la cible autour de la flèche. Donc, on se concentre ensuite sur le segment à 95, on bondit sur le segment à 45, et puis au fur et à mesure que les ventes augmentent par l'effet d'échelle et d'expérience, on peut espérer baisser les prix des composants que l'on fabrique et accéder à des marchés qui sont plus exigeants au niveau des prix, sur lesquels la concurrence est plus forte, et ainsi devenir un jour acteur de ces gros marchés à fort enjeu, que l'on vise au début, mais qui sont impénétrables, inaccessibles à court terme. Et donc, je signale une phrase, une quotation from Clayton Christensen. Clayton Christensen est vraiment un des grands gourous de l'innovation qui nous a hélas quitté l'année dernière, il est décédé. Clayton Christensen, dans un de ses livres, disait « Il faut être patient pour la croissance et impatient pour les profits ». Pourquoi cette phrase est extrêmement forte? C'est que la plupart des managers de l'exploitation, encouragés en cela par les investisseurs, sont plutôt impatients pour la croissance et patients pour les profits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les managers de l'exploitation et les investisseurs ont en tête cette courbe qui monte rapidement, qu'on appelle la hockey stick growth. Mais hélas, cette hockey stick growth a conduit à la bulle Internet dans le début des années 2000 ou fin des années 90, et elle est à l'origine d'à peu près toutes les bulles qui sont liées à des modes technologiques. Oui, si vous adoptez un principe qui consiste à dire « croissons, croissons », en vertu du fait que quand nous aurons occupé des positions dominantes, alors nous allons devenir profitables. Et je le répète, si vous êtes mort avant d'avoir atteint les marchés profitables, vous ne gagnerez jamais d'argent. Et donc tout l'investissement qui aura été consacré
à la fois dans le développement de l'offre et dans le développement marketing, il aurait été perdu. Donc, voilà pourquoi cette phrase est très forte, c'est qu'elle prend à contre-pied le principe dominant qu'il y a dans l'esprit des managers de l'innovation qui sont toujours impatients pour la croissance, quitte à être patients pour les profits. Et donc, ceci pose le problème de la fixation du prix. Alors, nous y reviendrons demain, mais une étude a montré que les innovateurs savent très mal fixer leur prix. Vous voyez, 52% se calent sur les prix de la concurrence, comme l'ingénieur catholique français qui, dans son étude de marché, a vu que le prix moyen de la concurrence était 18, ben, je vais me mettre autour des prix de la concurrence, comme ça, je ne sais pas trop en dessus, pas trop en dessous. 24% choisissent la stratégie marketingement stupide qui consiste à ajouter sa marge à ses coûts de revient. Là, vous voyez pourquoi d'un point de vue marketing, c'est totalement stupide. C'est que vous regardez vous-même pour fixer votre prix. Vous regardez vos prix de vente pour fixer votre prix. Et William Davido, qui est le consultant dont nous avons parlé tout à l'heure, disait idéalement, les gens de marketing ne devraient pas connaître le prix de revient pour fixer le prix de vente. Parce que inconsciemment, on est toujours imprégné du prix de vente pour fixer le prix on est toujours inconsciemment imprégné du coût de revient pour fixer le prix de vente. Donc, un marketeur ne devrait pas connaître le coût de revient pour fixer le prix de vente. 18% devinent le prix qu'ils pourraient vendre et seulement 20% demandent à leurs clients. Donc, vous voyez, les premières lignes, il n'y a aucune caractéristique distinctive là-dedans. On se fond dans la masse, on est un acteur parmi d'autres, indifférencié. Et ces trois premières catégories de fixation du prix, vous voyez, il n'y a aucun input stratégique dans la manière de fixer son prix. Or, j'attire votre attention sur un point clé de la profitabilité des startups innovantes, c'est que si vous fixez mal votre prix, eh bien, il va falloir faire un effort commercial colossal. Donc, la seule manière de vraiment pouvoir fixer un prix correctement, c'est de sortir et de discuter avec les clients, comme nous le dit Steve Blank, il dit « Get out of the building ». Vous ne trouverez jamais la solution derrière votre ordinateur. Tant que vous ne sortez pas de votre bureau pour aller rencontrer les clients, vous n'aurez jamais l'illumination. Et je reviens sur cette notion de fixation du prix. Vous voyez, si vous fixez votre prix 5% trop bas, je pourrais vous faire le calcul éventuellement demain ou vendredi si vous voulez, eh bien, il faut faire 25% d'efforts commercial en plus pour compenser un prix de 5% trop bas. Vous vous rendez compte? Par la simple décision que vous prenez de fixer votre prix 5% trop bas par rapport à ce que les clients seraient prêts à payer, vous vous condamnez à faire un effort commercial de 25% supérieur pour avoir le même résultat à la fin de l'année. Donc, si vous préférez faire 25% d'effort commercial, it's up to you. Mais je pense que votre argent serait mieux placé en analysant correctement le marché pour savoir comment bien fixer votre prix, plutôt que d'être obligé de gaspiller de l'argent à faire 25% d'effort commercial supplémentaire. Eh bien, en résumé, on a vu que le marketing de l'innovation est stratégique pour l'innovation car il permet de donner la direction dans laquelle aller, que pour construire ces marchés, il faut faire des investissements marketing et qui sont des fois d'un montant équivalent à ce que l'on fait en recherche et développement, que pour commercialiser une innovation, on doit d'abord se focaliser sur un petit nombre de segments en validant l'offre avec ses clients et en raisonnant système et pas composant. On transforme l'ADN du système plutôt qu'on tente de forcer la porte d'un système qui nous rejette. Et pour développer son business et croître, il faut sauter d'un segment à l'autre en pratiquant la stratégie pas à pas. Voilà, eh bien, écoutez, nous avons bouclé la boucle après avoir segmenté son marché, bien sûr. Et donc, bien, je vais passer la parole à Madame Saint-Pierre pour les éventuelles questions de nos participants.
avant de nous retrouver demain pour le cœur de la démarche marketing, la segmentation. Merci, Monsieur Millier. Donc, avant de passer, j'ai des questions sur la stratégie tarifaire, mais avant ça, peut-être des questions un peu plus stratégiques. On demande comment se protéger son idée, son invention lorsque l'on travaille avec des partenaires très tôt dans notre développement. Et une question un peu connexe ou un commentaire, les gros clients vont exiger des droits et possiblement une exclusivité. Un choix de stratégie. À vous la parole. Très, très, très pertinent. Très pertinent. On voit qu'on a vraiment affaire à des professionnels. Effectivement, la contrepartie négative du co-développement, c'est que souvent le partenaire de co-développement, un client parfois, va demander une contrepartie à l'aide qu'il vous apporte. Alors, c'est pas anormal. C'est pas anormal parce que de toute manière, si vous ne passiez pas par le co-développement, vous mettriez des dizaines d'années à déboucher, à faire le travail tout seul. Donc le co-développement est un formidable raccourci, comme on l'a dit, pour mettre le doigt sur les problèmes et pour accélérer le processus en jouant sur les compétences complémentaires du fournisseur et de son client. Donc le problème de l'exclusivité se pose presque toujours et donc ça, c'est à discuter, c'est à négocier. Donc la première règle, c'est que cette discussion sur la contrepartie doit se faire avant l'entrée en relation. Je pense que Monsieur Goyer ne me contredira pas. Quand se pose le problème de la dispute autour d'un brevet, il est trop tard. Si on n'a pas prévu les clauses de partage de la propriété, eh bien, tout le monde a l'impression d'être victime de l'autre. Donc, les conditions de la contrepartie doivent se négocier au début. Alors, ça peut être quoi la contrepartie? Ça peut être le partage de la propriété industrielle si on développe des brevets en commun. Ça peut être un partage de royalties sur un segment. Ça peut être une exclusivité sur un segment de marché ou sur une zone géographique, ou ça peut être une exclusivité dans le temps. Et donc, si vous donnez l'exclusivité à un client sur un secteur, vous pouvez vous garder le droit de travailler sur les autres, mais ce n'est pas anormal qu'un partenaire demande une contrepartie à l'aide qu'il vous apporte, parce que l'argent que vous mettez en commun ne fait pas toujours tout. Monsieur Millier, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une dernière question sur la politique tarifaire parce qu'il y a souvent une mauvaise compréhension des entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc, la question, c'est, est-il préférable de tester un prix élevé en premier pour tester une valeur maximale potentielle ou, au contraire, fixer le prix minimal pour valider si une rentabilité est possible? Alors, en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le test, il doit se faire autour d'une valeur approchée du plus près possible de ce que sera le prix de vente. Et c'est demain qu'on verra comment faire l'évaluation de ce prix estimé, qui est le prix cible que l'on va tester. Et autour de ce prix cible, par les questions qu'on va poser, par la mise du produit dans les mains des clients, on va trouver une fourchette en plus ou en moins. Alors pourquoi c'est ni fixer un prix trop haut, ni fixer un prix trop bas? C'est que fixer un prix trop haut, vous risquez de vous faire tout de suite rejeter par le marché, et à fixer un prix trop bas, vous risquez de ne jamais pouvoir remonter le prix. Parce que les clients qui auront accepté de payer au début le produit à un prix bas n'accepteront pas que vous remontiez les tarifs après, et surtout et en particulier si vous passez par des distributeurs. Car on l'a dit le premier jour, quand on passe par des distributeurs, ce qui les intéresse, c'est la rotation et la marge. Si a posteriori, après que vous ayez mis vos produits dans les rayons des distributeurs, vous dites « Ah ben non, le prix était fixé trop haut, alors on va le baisser »,
et que vous rogniez la marge du distributeur de moitié, il ne va plus vouloir jouer ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu très dangereux de fixer trop haut ou trop bas au hasard son prix test. Il faut fixer le juste prix et on verra demain comment la segmentation nous permet d'approcher ce prix cible. Merci infiniment, M. Millier. Merci. Je crois que le contenu a été certainement à la hauteur et au-delà des anticipations de nos participants. Donc, on a hâte de continuer demain, dans le fond, l'apothéose du sujet, en l'occurrence, l'approche de la segmentation, une approche propriétaire que vous avez développée. J'aimerais maintenant, sans plus tarder, introduire notre prochain conférencier, M. Philippe Huneau, est délégué général du Québec à Los Angeles. M. Huneau a un bac en génie industriel de l'École polytechnique. Il a travaillé une dizaine d'années chez Télésystème, 4 ans chez National. Par la suite, a poursuivi sa carrière dans la finance et le capital d'investissement. Il est en poste à Los Angeles depuis juillet 2019. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Huneau. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'introduction. Good morning or good afternoon, everyone, depending or where you are. My name is Philippe Huneau. I'm the Quebec delegate in Los Angeles and the Silicon Valley. It's an honor to welcome you to the first activity of this new entrepreneurial triangle association between the cities of Sherbrooke, Surprise, and Rennes. A special welcome to the representative of the city of Surprise and the state of Arizona, because although I'm based in California, our offices cover 13 states in the western United States, and Arizona is one of these states. It is an highly dynamic, innovative, and friendly business state that I look forward to working with during my mandate. Collaborative endeavors are the centerpiece of Quebec vision of development. Indeed, it's part of our various international research group and pre-competitive research consortium. It is also integrated into the main international research network, and its researchers benefit from a bilateral agreement with partners in various countries. The excellence of Quebec public research, including the Quebec Educational Institution and its interaction with the vitality of Quebec businesses community, also create a synergy that fosters a strong culture of innovation in a highly competitive business environment. We hope that this entrepreneurial triangle will bring new partnership. Today's rendezvous is also an opportunity to better understand how open innovation will shape the new type of collaboration. Because as you know, sharing knowledge on a global scale is crucial to advance science. Thank you very much for joining us today, and I look forward to the discussion, and I really appreciate the previous presentation, and hopefully it will be the same for the rest of the day. Thank you. Merci infiniment, M. Huneau. Ceci met fin à notre deuxième journée. J'aimerais effectivement inviter tous les participants à visiter les kiosques, particulièrement les kiosques de l'Arizona, qui est l'écosystème qu'on voulait mettre en vedette aujourd'hui. Demain, on mettra en vedette l'écosystème français, en fait l'écosystème de Rennes. Donc, je vous convoque demain à midi, à l'heure de Sherbrooke, à 10 o'clock Arizona time, et nos amis français pourront visionner l'enregistrement. Je vous invite donc à venir visiter les kiosques 1 heure avant, donc 11 heures Sherbrooke et 9 o'clock Arizona time. Et pour aujourd'hui, les kiosques demeurent ouverts encore pour 1 heure. Merci infiniment de votre attention et j'espère que la journée vous a plu. Alors, à demain. Bonne fin de journée. Au revoir.